Les stéatopathies métaboliques. Merci beaucoup, Stan et Marc. Alors, on va faire des choses beaucoup moins graves. Vous savez que le FIB4, qui comprend 4 paramètres, l'âge, les plaquettes et les transaminases, est de plus en plus utilisé. Ça n'est pas un test de diagnostic de la fibrose, c'est vraiment un test de dépistage. Il faut vraiment le voir en tant que tel, et c'est ce qu'ont fait ces Anglais. Donc, ils ont fait un FIB4 chez des patients obèses, enfin des personnes obèses et diabétiques de type 2. Vous voyez, c'est une énorme base de données au Royaume-Uni, puisqu'il y a plus de 44 000 patients qui ont été analysables. Et ce qui est important aussi à voir, c'est qu'on a un long suivi de ces patients, donc on est dans l'intérêt pronostique. Donc, on imagine un patient obèse, on lui fait un FIB4, quel est son pronostic à 10 ans? Eh bien, vous voyez que le FIB4 élevé, donc le seuil habituel, un 2,67, est associé à un risque accru d'événements hépatiques à 10 ans, est associé à un risque accru d'événements cardiovasculaires à 10 ans, est fortement associé à une mortalité, toutes causes confondues, à 10 ans. Donc, on voit bien quand même que dans cette population bien ciblée, le FIB4 a un intérêt au sens épidémiologique du terme chez les patients obèses et diabétiques de type 2. Et alors, après, ils ont regardé les facteurs de risque d'événements cliniques en fonction du FIB4. C'est pour vous donner des valeurs. Et j'ai surligné en orange ce qui était important. Et vous voyez qu'en termes d'hazard ratio, c'est sur la droite, vous voyez qu'un FIB4 élevé est associé à un fort risque, il y a un fort hazard ratio pour les événements hépatiques, pour les événements cardiovasculaires. Et vous voyez aussi pour la mortalité toute cause. Donc, c'est déjà passé. Donc, on continue. C'est une autre étude là qui a été faite dans là aussi une large cohorte. Donc là, c'est le FIB4 en médecine générale. Donc là, il n'y a absolument aucun facteur de risque. Et vous faites un FIB4 systématique dans cette grosse cohorte qui était de la médecine privée de médecine générale. Vous voyez qu'on remonte à 1985 et les patients inclus, c'est ceux qui avaient plus de 10 ans de suivi, au moins 10 ans de suivi. Et le critère d'évaluation, c'est savoir si, quand on leur a fait un FIB4, 10 ans après, ils avaient une cirrhose. Donc là, on n'est pas dans la mortalité, on est dans le risque de survenue d'une maladie hépatique grave. Eh bien, vous allez voir deux choses dans ce tableau. La colonne à gauche, où il n'y a quasiment que du vert, eh bien, vous voyez, quand vous avez un FIB4 bas, à 10 ans, vous n'avez aucun risque de cirrhose. Le seul orange, c'est dû à l'âge. Et vous savez que dans le FIB4, il y a l'âge. Et donc, effectivement, un patient de plus de 66 ans, avec un FIB4 bas, il y a un petit biais. Mais donc, ça confirme bien que le FIB4 bas en population générale est associé à un excellent pronostic hépatique. Et puis, on va sur la colonne de droite, c'est le FIB4 élevé. Et là, on sait tous qu'un FIB4 élevé en population générale a une très mauvaise valeur prédictive positive de maladie hépatique grave. Mais là, c'est simple, il suffit de regarder. Donc, le risque, là, c'est ceux qui sont en rouge, ça veut dire qu'ils ont été mal placés. Et bien, à ce moment-là, si vous regardez juste les gamma-GT, la glycémie, et l'âge, donc des paramètres que vous avez forcément dans votre prise de sang, eh bien, vous pouvez adapter le pronostic et vous voyez que dans ces cas-là, si les gamma-GT élevés sont élevés, si la glycémie est anormale et que le patient a, quel que soit l'âge du patient, vous voyez qu'il y a un fort risque de cirrhose, alors que c'est basé sur FIB4, gamma-GT, glycémie, donc des paramètres très simples. Donc, on voit, ma conclusion, c'est que pas à pas, on voit qu'on va arriver progressivement à peut-être trouver un test de dépistage en population générale de la survenue d'une maladie hépatique. Alors ensuite, l'hépatite B, juste, je ne reviens pas sur l'hépatite B, mais les hépatites B, on les traite et tout va bien. Mais les hépatites B peuvent survenir aussi chez des patients qui ont des facteurs de risque de stéatose. Et ça, c'est une étude faite à partir de la grande cohorte hépatère-ANRS. Et l'objectif de cette étude était de voir si le score FLI, vous savez, c'est un score de diagnostic, de dépistage de la stéatose, ce n'est pas de diagnostic, de dépistage de la stéatose, était associé à la mortalité. Donc, ce ne sont que des patients traités pour leur hépatite B et ils ont quasiment tous un ADN du virus de l'hépatite B indétectable. Eh bien, vous voyez que le score FLI est associé à la mortalité chez ces patients. Vous voyez, c'est que les patients qui ont un FLI supérieur à 60, c'est le trait d'en bas, eh bien, ont une mortalité significativement supérieure aux patients qui ont un FLI bas. Donc, pensez à la stéatose chez des patients qui ont une hépatite B. Pardon. Voilà. Et alors, ça a été analysé après, ils ont essayé de regarder en fonction de la consommation de tabac, en ajustant sur la consommation de tabac et d'alcool, eh bien, ce risque persiste pour la mortalité globale. Vous voyez que finalement, hépatite B
plus stéatose, ça fait mauvais ménage. On s'en serait douté, mais au moins on le prouve. Et donc, n'oublions pas, chez nos hépatites B qui renouvellent tous les ans leur ordonnance d'antivirale, de regarder s'ils n'ont pas pris un peu de poids depuis quelque temps et de les mettre dans notre éducation thérapeutique NASH. Alors maintenant, on va aller plus dans la NASH, quelques travaux sur la NASH. Vous savez qu'on utilise de plus en plus les recommandations, c'est de dépister la NASH chez les patients diabétiques. Et souvent, on dit, faites un FIB4 aux patients diabétiques et tout ira bien. Donc ça, c'est bien, le FIB4 chez le patient diabétique, c'est peut-être dans le dépistage au sens large, mais là, on veut dans le diagnostic de la fibrose. Donc, on est plus précis. On veut vraiment savoir si le malade a, oui ou non, une maladie hépatique. C'est un très beau travail collaboratif français avec plus de 1000 patients inclus. Et Jérôme Boursier a regardé la performance diagnostique de différents tests non invasifs pour le diagnostic de la fibrose. Et vous voyez, à gauche, ce sont les patients qui n'ont pas de diabète de type 2. À droite, ce sont les patients qui ont un diabète de type 2. Eh bien, vous voyez donc que significativement, tous les tests non invasifs sont moins performants chez le patient diabétique. Et donc, chez le patient diabétique, il ne faut pas s'arrêter à un seul test. C'est-à-dire qu'il va falloir en faire deux, et probablement un test sanguin et un test morphologique, au moins deux, pour essayer d'améliorer le diagnostic non invasif de la fibrose. Sa communication était très belle et nous a emmenés dans toute la démarche. Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire ce soir. Alors ensuite, les traitements de la NASH. Je vous ai résumé sur cette figure les molécules qui sont actuellement en phase 3. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes qui agissent sur les métabolismes du glucose, sur le récepteur de la thyroïde, sur Piper gamma et la Ramcol. Alors, je vais vous présenter deux résultats d'essais thérapeutiques de phase 3. La première, c'est celle avec le resmétirone. Donc, c'est une molécule qui agit sur le récepteur de la thyroïde, qui n'a pas d'effet antithyroïdien, qui agit juste sur les récepteurs de la thyroïde et qui donc va avoir des effets métaboliques, et notamment sur les lipides et l'oxydation des graisses. Donc, c'est une étude de phase 3. Vous voyez qu'il y a 4 bras, un bras placebo, un bras resmétirone 100 mg, un bras 80 mg, et puis des patients qui ont reçu le resmétirone en ouvert à 100 mg. Donc, les patients au départ, ils ont eu une élasto-IRM, un fibroscan et un dosage de lipides. Attention, c'est la particularité de cette étude, les patients n'avaient pas de biopsie hépatique. Donc, les critères qui ont été retenus étaient des critères de présomption de NASH en fonction de la valeur de fibroscan, enfin, en fonction de la valeur de l'IRM-PDFF, vous savez, qui diagnostique la stéatose de façon non invasive. Donc, on est vraiment dans une étude, mais c'est probablement l'avenir, sans biopsie hépatique. Et on regarde les résultats au bout d'un an. Alors, voilà les résultats au bout d'un an. Donc, il y a l'effet sur la stéatose. Donc, tout ça, c'est que des effets sur la stéatose. Donc, vous voyez qu'avec des fortes doses, donc c'est le rouge foncé et l'orange et orange foncé sur la gauche, c'est le resmétirone 100 mg ou le resmétirone en ouvert. Vous voyez qu'il y a une forte diminution du LDL, de l'ApoB, des triglycérides. Il y a une très nette amélioration de l'IRM-PDFF, du fibroscan. Donc, on voit que cette molécule diminue fortement et de façon significative la stéatose hépatique. Et ensuite, ils ont regardé l'évolution sur l'élasticité hépatique. Je vous rappelle, il n'y a pas de biopsie hépatique. Donc, ils ont regardé l'élasto-IRM et le fibroscan. Et comment le fibroscan et l'élasto-IRM ont évolué dans le temps. Et vous voyez qu'aux fortes doses de resmétirone, il y a une amélioration de l'élasticité hépatique. Vous voyez que les patients ont significativement diminué leur élasticité hépatique. Et c'est la même chose avec le fibroscan. Vous voyez qu'il y a une amélioration des valeurs de fibroscan selon la dose de resmétirone. Donc, la conclusion de cette étude, c'est juste de dire, voilà, il y a sûrement une efficacité de ce médicament sur les paramètres non invasifs. Attendons de voir les conclusions histologiques. Mais là, quand même, on sent que cette molécule, elle arrive au bout de ses essais et on espère un jour pouvoir avoir une telle molécule pour traiter nos patients. Et je vous montre les effets indésirables. En fait, les effets indésirables qui sont les plus souvent décrits sont des effets gastro-intestinaux et qui généralement diminuent après 3 mois. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu significativement d'effets indésirables graves différents entre les groupes. Donc, la tolérance est relativement bonne en dehors de la tolérance digestive. Et puis, je vais finir avec un autre essai thérapeutique, donc le sémaglutide, vous savez, l'analogue GLP-1 qui est très utilisé dans le diabète, qui a une propriété amaigrissante, les patients maigrissent beaucoup. Donc ça, c'est une étude de phase 2
chez le patient cirrhotique. C'est ça qui est important, c'est que cet essai a étudié le sémaglutide chez les patients cirrhotiques avec une biopsie au départ et une biopsie à 48 semaines. Et nous voyons aujourd'hui les résultats à 48 semaines. Donc, même pas un an après le début du traitement, les patients ont eu une nouvelle biopsie hépatique. Alors, voilà les résultats. Et j'allais dire, on s'y attendait. Les deux résultats, c'était amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH et résolution de la NASH. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'amélioration de la fibrose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de diminution significative du nombre de malades avec cirrhose au terme de la première année de traitement, et il n'y a même pas d'amélioration non plus de la NASH. Et là, j'insiste, ils ont voulu faire la biopsie très vite à 1 an, et on comprend bien qu'une cirrhose va avoir du mal à régresser en 1 an. Vous savez que dans les hépatites C et B, on a montré que ça devenait très significatif au bout de 5 ans. Et les effets indésirables, pour terminer, eh bien, la tolérance a été relativement satisfaisante. Alors là aussi, vous voyez des effets gastro-intestinaux assez importants, 76% dans le groupe qui a reçu le sémaglutide, mais des effets indésirables sérieux qui étaient finalement peu supérieurs en termes de pourcentage par rapport au placebo et pas d'essais liés à ce traitement. Voilà.